Budapest 1944. Alors que les Juifs hongrois sont soudain déportés par centaines de milliers à Auschwitz, un diplomate suisse a le courage de se révolter. Outrepassant les ordres de sa hiérarchie, il défie ouvertement le régime nazi et son allié hongrois pour sauver plus de 60 000 Juifs d'une mort certaine, parfois au péril de sa propre vie. Cet homme, qui ose s'élever contre la brutalité, l'indifférence et le légalisme, c'est Karl Lutz. Un fin diplomate, animé d'une conscience morale intransigeante, qui sera érigé au rang de juste parmi les nations. C'est à Walzenhausen, un petit village logé au pied des Alpes suisses, que Karl Lutz voit le jour le 30 mars 1895. Il est le 9e d'une fratrie de 10 enfants. Les Lutz forment une famille modeste. Le père travaille dur dans une carrière en contrebas de la maison, et la mère enseigne la religion aux enfants du village. Ce sont de pieux méthodistes. La lecture de la Bible rythme la vie familiale. Impressionné par la figure du Christ, le petit Karl songe déjà très jeune à marcher dans ses pas. Et s'il devenait missionnaire? Du haut du Meldeg, la petite colline qui domine son village, le garçon rêvasse. Il laisse aller son esprit par-delà sa vallée et le lac de Constance qui s'étire en contrebas. Il s'imagine une vie inhabituelle, différente de celle promise aux enfants de paysans de son village. Aux abords de son pays, la France et l'Allemagne déploient leurs troupes le long du Rhin. La guerre se précise, mais la Suisse, elle, renforce ses frontières uniquement pour préserver sa neutralité. La Suisse était un pays qui n'avait pas d'intérêt dans la guerre. C'est encore d'ailleurs le cas aujourd'hui. Ils ne voulaient simplement pas en entendre parler. Karl a à peine 15 ans lorsque son père meurt. L'événement tragique le rapproche encore un peu plus de sa mère Ursula, qui l'érige en véritable modèle. Lassé par son premier emploi d'apprenti de commerce, il se résout, son avenir est ailleurs. Il quitte sa petite vallée, direction les États-Unis d'Amérique. Il est parti en Amérique sans argent, sans contact, sans savoir parler anglais. C'était vraiment très courageux. Il est resté plus de 20 ans aux États-Unis. Ce fut une époque très importante pour lui. Il enchaîne d'abord des petits boulots mal payés, éreintants et déprimants. Puis, lorsque ses économies le lui permettent enfin, il prend le train, direction le Missouri, pour suivre des cours de théologie dans un collège méthodiste. Mais le grand Karl est intimide. Prêcher lui donne tellement le trac qu'il doit se rendre à l'évidence. Il ne sera jamais pasteur. Il obtient alors un job d'été à l'ambassade de Suisse à Washington, où ses supérieurs le poussent à suivre des études en parallèle. 4 ans plus tard, le fils de modeste montagnard suisse sort diplômé d'une des plus prestigieuses universités du pays. Et c'est ainsi qu'il est entré petit à petit dans le monde de la diplomatie. Il a aussi travaillé au consulat suisse de Saint-Louis. Il a pris des allures d'Américain. Son rêve américain se réalise enfin. Il a trouvé sa voie, la diplomatie. Il apprend avec brio les ficelles de son métier. Son intelligence et ses talents sont vantés jusqu'à son ministre de tutelle à Berne. À Saint-Louis, il rencontre Gertrude, une jeune Suissesse de passage qui cherche du travail. Karl, le grand timide, tombe amoureux. Il filme inlassablement son idylle, comme il saisira les retrouvailles avec sa mère. Les films qu'il réalise et monte lui-même révèlent sa fibre artistique. En 1935, après plus de 20 années passées aux États-Unis, Berne le rappelle. Il a à peine le temps de se marier avec Gertrude qu'on le nomme déjà en Palestine, où une crise vient d'éclater. Au début, ça ne l'enchantait pas vraiment de devoir repartir. Mais c'était un homme très croyant. Et il a ainsi pu parcourir la Terre Sainte. Nazareth, Bethléem, Jérusalem, la ville sainte où a vécu cet homme qui a marqué l'imaginaire de son enfance et dont les enseignements n'ont cessé de façonner sa vie. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, les diplomates allemands quittent la Palestine, territoire ennemi, car sous mandat britannique, et confient la représentation de leurs intérêts à Karl Lutz, une mission qui révélera plus tard toute son importance.
Lutz avait souvent un rôle diplomatique intéressant à jouer, dans la mesure où il était amené à représenter les pays en guerre. Le poste qu'il occupait a eu beaucoup d'importance, car il lui donna une grande marge de manœuvre. Si le régime nazi ne lui inspire aucune sympathie, il effectue néanmoins ses tâches avec soin. C'était certes des Allemands, mais c'étaient des prisonniers de guerre, des gens qui étaient dans le besoin. Et les gens dans le besoin l'ont toujours beaucoup touché. Peu lui importer qu'ils dépendent ou non du régime nazi. Dans les rues, des heurts violents éclatent entre Juifs et Arabes, contraignant Karl et Gertrude à s'enfermer dans leur résidence de Jaffa. Depuis son balcon, il assiste impuissant au lynchage d'un Juif. Un spectacle cruel qui s'imprime dans sa conscience. En 1942, l'ardeur au travail de Karl Lutz est récompensée par Berne. Promu alors vice-consul à Budapest, il rejoint la Hongrie de l'amiral Horthy, un pays allié des nazis, mais qui n'applique pas encore strictement les lois antisémites. Le régent Horthy et ses proches craignaient tout de même qu'une attitude trop antisémite nuise à la Hongrie. Et puis, Horthy n'était pas non plus un antisémite forcené, contrairement à son gouvernement. La nouvelle résidence des Lutz est somptueuse. Perchée sur les hauteurs prolongées par un charmant jardin, elle offre une vue imprenable sur la ville et le Danube. Armé de son inséparable caméra, Karl Lutz part à la découverte de Budapest. Il filme ses bains thermaux, ses cafés, ses théâtres, ses belles promenades le long du fleuve. Tout est si paisible ici. Même pour les Juifs, la vie est relativement tranquille. D'une certaine façon, la vie était normale. Notre vie n'était pas menacée. Nous avions à manger, nous nous amusions. Je flirtais avec des gars. On se baladait sur l'île Marguerite. Je faisais tout ce que les jeunes filles de mon âge faisaient. Alors que Karl Lutz vient de représenter les intérêts nazis en Palestine, l'ironie du sort veut qu'on lui confie désormais la représentation des intérêts du camp adverse, ceux des États-Unis et d'une dizaine d'autres pays alliés qui ont quitté le pays. Il devait donc être un très bon diplomate pour savoir négocier dans une situation aussi tendue. À la tête d'un important personnel qu'il installe dans la prestigieuse ambassade américaine, il est désormais un des diplomates les plus influents de Budapest. Son nom circule aussi parmi les populations juives de la ville, qui ont eu vent de l'empathie du vice-consul à leur égard. Surtout depuis que ce dernier a entrepris de coopérer avec le bureau de l'Agence juive, une organisation sioniste dont la mission consiste à faciliter l'émigration des enfants vers la Palestine. En 2 ans, ce ne sont pas moins de 10 000 jeunes gens, souvent des orphelins, qui atteignent ainsi la Palestine grâce au concours du vice-consul. Début 1944, les événements dramatiques qui surviennent en Hongrie vont bouleverser le cours de la vie de Karl Lutz. Les décisions qu'il aura à prendre désormais lui seront dictées par sa conscience. Elles le hisseront au rang de héros. Le 19 mars, les Allemands envahissent soudain la Hongrie pour empêcher leur allié, le régent Horthy, de signer un armistice avec les Russes. Si la Hongrie avait quitté l'Axe à ce moment-là, non seulement le front se serait effondré, mais la guerre aurait certainement été perdue en quelques semaines. Les lois antisémites jusqu'alors peu suivies sont désormais strictement appliquées. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune. Ils n'ont plus le droit de voyager et leurs biens sont confisqués. Certains parlent même de camp de la mort. À l'arrivée des Allemands, j'ai dit « Nous ne devons pas aller où ils veulent nous envoyer, car ils vont nous tuer. Vous êtes stupides de croire que vous partez pour travailler. Nous devons fuir. » Un vent de panique souffle sur le pays. Et à Budapest, des centaines de Juifs se massent devant l'ambassade américaine pour demander de l'aide au vice-consul suisse. Karl Lutz ne ferme pas les portes de ses bureaux. Au contraire, il essaye de parer à l'urgence et s'empresse de fournir une protection diplomatique aux citoyens juifs des pays alliés qu'il représente. Un matin, une petite fille, Agnès, et sa mère, Magda, se frayent un chemin jusqu'à son bureau pour solliciter son aide. Je suis née en Angleterre et en tant que citoyenne anglaise, j'aurais aussi été déportée.
Ma mère est alors allée voir Karl Lutz et dès le début, il a manifesté beaucoup de sympathie pour ma mère et pour moi. Et il s'est dit, pour elle, je vais faire quelque chose de plus. Il en a parlé à Gertrude et il nous a fait venir chez lui, en prenant ma mère comme domestique. Conquis au premier coup d'œil, Karl gardera secret ses sentiments pour Magda jusqu'à la fin de la guerre et traitera la petite Agnès comme sa propre fille. Si le vice-consul peut légalement fournir une protection aux Juifs de l'étranger, que faire des autres? Que faire de l'écrasante majorité de Juifs hongrois qui n'ont personne vers qui se tourner? En tant que chrétien, la situation désespérée des Juifs constituait pour moi une obligation morale de les aider. Je cherchais un moyen de venir en aide à ces milliers de condamnés à mort. Après mûre réflexion, je décidai d'essayer d'obtenir une audience auprès du ministre plénipotentiaire allemand et du ministre des Affaires étrangères hongrois pour leur faire part de ma volonté de placer sous ma protection les Juifs désirant immigrer en Palestine. Karl Lutz. Après 6 semaines d'âpres négociations, il parvient à placer 7800 Juifs sous protection diplomatique suisse. Il est convenu que chacune de ces 7800 personnes recevra de ses mains une lettre de protection afin de garantir sa sécurité. Une lettre de protection de Karl Lutz pouvait vous sauver la vie. Celui qui parvenait à en avoir une se sentait en sécurité. Toutefois, lorsque les contrefaçons de lettres sont apparues à l'automne, ce n'était plus le cas. Le vice-consul sait que le temps presse. L'existence des camps de la mort ne fait plus aucun doute et le plonge dans un profond désarroi. Eichmann, le logisticien de la solution finale, venu spécialement d'Allemagne, a commencé à mettre en œuvre son plan d'extermination avec le concours des autorités hongroises. Les gendarmes regroupent les Juifs des campagnes dans des ghettos. Le premier train quitte la Hongrie le 15 mai 1944. 2 jours plus tard, il arrive à Auschwitz et les 44 000 Juifs qu'il transporte sont immédiatement gazés. Ça a été la déportation la plus rapide de l'histoire. 437 000 personnes en 6 semaines. La déportation hongroise était même trop rapide, au point que les Allemands s'en sont plaints. Karl Lutz veut user de son rang de diplomate et de tous les leviers d'action possibles pour sauver davantage de Juifs. 7800, ce n'est pas assez. Mais il sait qu'il doit faire très attention. Il doit avancer finement, faire preuve de tact, car au moindre faux pas, les autorités hongroises ou allemandes peuvent le déclarer persona non grata à Budapest. C'était un diplomate de part en part, et il prenait son travail très au sérieux. Mais à Budapest, il en a fait plus que demander. On ne l'avait pas nommé ici pour sauver des Juifs. Au contraire, à Berne, on n'appréciait pas trop son zèle. Pour accroître son quota de protégés, il se rend chez Eichmann en personne. Ce dernier accepte de le recevoir, ayant eu vent des excellents services rendus par Lutz aux Allemands du temps de la Palestine. Devant l'homme perfide et glacial, Karl Lutz ne se démonte pas. Il plaide son affaire avec courage et sang-froid. J'ai osé dire à Eichmann, « Monsieur le lieutenant-colonel, ce que je vais vous dire maintenant risque de vous étonner. Si vous étiez juif, alors vous aussi, vous viendriez me demander de l'aide. » Eichmann s'indigna. « Nom de nom, vous avez un sacré courage de me dire quelque chose de pareil. » Je lui répondis que pour moi, il n'y avait que des hommes qui veulent sauver leur vie. Il n'y a pas d'Allemands, pas de Juifs, pas de Suisses. Karl Lutz était un homme très courageux. Quand il s'agissait de questions morales, il savait prendre des décisions, même quand ça paraissait impossible. Très peu de gens en sont capables. La stratégie de Lutz est particulièrement habile. Il numérote ses lettres de 1 à 7800, puis recommence avec les suivantes, donnant ainsi l'illusion qu'il respecte le quota initial qu'on lui a alloué. La nouvelle concernant l'existence de ces lettres salvatrices se répand comme une traînée de poudre, rameutant une foule toujours plus nombreuse devant les bureaux du vice-consul. Les risques sont trop grands. Autant de Juifs qui sollicitent son aide, c'est un affront direct aux autorités hongroises et allemandes. Karl Lutz décide alors de louer une fabrique de verre dont la production est à l'arrêt et y réinstalle le bureau de l'agence juive. Dans le nouveau bâtiment,
qui bénéficie de l'immunité diplomatique suisse, 150 employés appartenant aux organisations sionistes se relaient nuit et jour pour produire les fameuses lettres de protection et les redistribuer aux centaines de personnes qui font la queue devant le bâtiment. L'ingéniosité et l'audace de Karl Lutz semblent sans limite. Pour accroître la sécurité de ses protégés, il négocie finement auprès des autorités hongroises la mise à disposition de 72 immeubles vides qu'il place sous la protection diplomatique suisse et y fait installer des familles entières. Le système de Lutz aurait certainement pu tenir ainsi jusqu'à la fin de la guerre. Mais c'était sans compter sur le nouveau coup de théâtre qui secoue la Hongrie le 15 octobre 1944. Alors que le régent Horthy signe à la surprise générale un armistice avec les Russes, les Croix fléchées, le parti fasciste hongrois, fomentent un coup d'État avec l'aide des Allemands. L'espoir de paix vire au cauchemar. Notre joie n'a duré qu'une demi-journée. Le soir, on savait déjà que les Croix fléchées avaient pris le pouvoir. Et à partir de ce moment, notre vie à Budapest a aussi radicalement changé. De jour comme de nuit, des escadrons de Croix fléchées sèment la terreur dans les rues de Budapest. Alors que les Juifs sont regroupés dans un ghetto au cœur de la ville, dans la Maison de Verre, la production de lettres tourne à plein régime. Sauf qu'après le coup d'État, notre sécurité n'était plus vraiment assurée. Car les Croix fléchées étaient de jeunes vauriens qui ne respectaient pas les lettres de protection suisses ou suédoises. Si quelqu'un leur montrait un tel papier, ils le lui arrachaient et le déchiraient. Et donc, un jour, nous aussi, nous avons été amenés sur les quais du Danube. Même les immeubles de Karl Lutz sont pris d'assaut. Les nazis hongrois emmènent leurs habitants sur les berges du Danube par centaines. Bien sûr, ils ont exécuté beaucoup de gens. Mais que faire des cadavres? Là-bas, sur les berges du Danube, c'était facile. Ils tuaient les gens et les jetaient dans le fleuve, ça réglait le problème. Dans mon immeuble, on a tous été emmenés 3 fois au Danube. La mise en scène est macabre. Les Juifs doivent se dévêtir sur les berges du Danube. Ils sont ligotés 2 par 2, puis exécutés d'une balle dans la tête. Le fleuve s'emplit de cadavres. Lutz assiste impuissant à ces exécutions. À l'exception d'une fois où il parvient in extremis avec son chauffeur à sortir des eaux une jeune femme qui a survécu à sa blessure. Face à l'urgence et au chaos qui s'abat sur la ville, il fait ouvrir les portes de la Maison de Verre. Le bâtiment est immédiatement pris d'assaut. 3000 personnes s'y entasseront pendant plusieurs mois dans des conditions extrêmes. Mon pire souvenir, c'était la faim. Nous n'avons pratiquement rien reçu à manger pendant très longtemps. Et d'une manière absurde, l'image d'un pot de confiture et d'une moitié d'oignon reste gravée dans ma mémoire. Il n'y avait pas de solidarité. Chacun essayait de sauver sa vie comme il pouvait, quand il était question de nourriture. Dans la Maison de Verre se trouvait un chœur. Les gens se rassemblaient et chantaient parce qu'ils ont senti que c'était important pour leur santé mentale. Logistique, hygiène, ravitaillement, sécurité, les organisations sionistes assurent la survie de la population dans la Maison de Verre. Mais le bâtiment de Karl Lutz sert aussi la résistance. Mes amis disaient que j'avais un vrai visage de fasciste. J'avais à ce moment-là une moustache à la mode et des joues larges. À mon avis, j'avais plutôt un style hongrois. Enfin, c'est ainsi que j'ai reçu l'instruction de devenir un fasciste. Certains ont pour mission de porter des lettres de protection à travers la ville. D'autres vont même jusqu'à infiltrer les nazis hongrois. La résistance m'a donné l'instruction d'aller chercher les gens à 2 endroits différents, où des juifs, des civils et des soldats étaient rassemblés. J'ai reçu une liste de noms. J'avais naturellement des faux papiers et je me suis présenté comme courrier au numéro 14, au centre des Croix fléchées. Les contrefaçons de lettres de protection se multiplient et se répandent dans la ville. Mais les Croix fléchées qui n'entendent pas se laisser berner
réagissent avec une idée perfide. Ils convoquent le vice-consul et exigent qu'il fasse lui-même le tri entre les vrais et les faux documents. Il racontait toujours que c'était comme s'il avait dû jouer au bon Dieu. Ça a été une expérience horrible, car il aurait aimé pouvoir dire que toutes les lettres étaient vraies. Je n'oublierai jamais leur visage épouvanté. La police devait intervenir constamment parce que les gens déchiraient presque mes vêtements en plaidant leur cause. Nous vîmes des êtres humains frappés avec des fouets à chiens. Ils tombaient à terre, le visage ensanglanté. Nous-mêmes étions menacés ouvertement si nous intervenions. Cette terrible épreuve le hantera jusqu'à la fin de sa vie. Et pourtant, Karl Lutz ne cède ni ne renonce. Sa détermination et son courage l'emportent sur l'immonde spectacle qui se déroule sous ses yeux, dans les rues mêmes de Budapest, où des milliers de Juifs sont déportés à pied vers l'Autriche. À Noël, les vitres de sa résidence volent en éclats et contraignent Karl Lutz et son personnel à se réfugier dans la cave. En faisant le choix de rester pour se protéger, il ne se doute pas qu'il va devoir traverser une des batailles les plus longues et sanglantes de la Seconde Guerre mondiale, le siège de Budapest. Il restera plus de 2 mois sous terre. Le Meldeg, la colline de mon enfance, l'endroit où s'envolaient mes pensées d'Amérique, de la lointaine Palestine et de Budapest. Même quand les bombes faisaient trembler nos abris, le Meldeg apparaissait dans mes visions, avec le désir de m'y trouver. Avec la victoire des Russes, il retrouve l'air libre, entouré de sa femme Gertrude, mais aussi de Magda, qu'il n'a cessé de porter secrètement dans son cœur. Les Russes font table rase sur la ville et expulsent sans ménagement tous les diplomates. Karl Lutz doit quitter Budapest et ses dizaines de milliers de protégés qui, grâce à son système ingénieux, ont survécu aux atrocités de la guerre. Il rentre à Berne heureux, avec le sentiment du devoir accompli, impatient de rendre des comptes à ses supérieurs. Ses pensées vont aussi à Magda, qu'il projette de faire venir près de lui, une fois séparé de Gertrude. La désillusion est cruelle. Au département politique, on voulait à peine l'écouter. On n'avait aucune idée de ce qu'il avait traversé et de l'enfer qui régnait à Budapest. On ne voulait surtout pas étaler le rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le plus dur reste à venir. Une enquête est ouverte contre lui. On lui reproche d'avoir outrepassé ses fonctions. Karl Lutz s'est blanchi, mais le mal est fait. Comment peut-on à ce point le dénigrer, après tout ce qu'il vient d'endurer et ces dizaines de milliers de personnes qu'il a sauvées? On a ainsi passé ses actes sous silence et classé le dossier. Sa nouvelle vie auprès de Magda et d'Agnès marque un nouveau départ et le remplit de joie. Mais la non-reconnaissance de ses compatriotes le tourmente tant qu'il doit se faire hospitaliser. Karl Lutz ressasse. Au fil des ans, certains pays dont les États-Unis lui rendent hommage. En 1965, Israël lui décerne le titre de juste parmi les nations. Malgré ces quelques reconnaissances, il attend toujours celle de sa patrie. Il accepte un poste de consul général à Bregenz, mais le cœur n'y est plus. La mélancolie l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie. Le 12 février 1975, Karl Lutz s'éteint à l'âge de 80 ans. On a pu encore parler ensemble pendant 1 heure. Et il m'a prié de faire en sorte que son travail ne soit pas oublié. Et que la jeunesse apprenne ce qui s'est passé à Budapest. Mais l'histoire ne retiendra qu'un héros à Budapest. Raoul Wallenberg, un diplomate suédois qui sauva des milliers de Juifs, est le seul à être célébré. Sa disparition tragique aux mains des Russes sert la propagande anti-soviétique et éclipse la figure de Lutz, qui lui avait pourtant transmis en personne les ficelles de son système. Il aurait dû vivre encore 20 ans et sa vie aurait certainement pris une autre tournure. Il mourut ainsi à une époque où le monde n'était pas prêt à le reconnaître. Pendant 50 ans, les actes héroïques de Karl Lutz seront pourtant les victimes des jeux du pouvoir et de la politique, réduisant au silence la mémoire d'un héros guidé par son humanisme et sa compassion. Les lois de la vie
sont plus fortes que les textes de loi. Hambourg, année 2000, quartier de Sankt Pauli. Cette danseuse de flamenco n'est pas une femme. Sous son déguisement se cache un homme. Dans les années 30, il danse aux côtés de sa sœur sur les parquets des grandes scènes européennes. Ils sont juifs, et les nazis vont les séparer pour toujours. Le danseur pourchassé devient alors lui-même chasseur. Son nom est Sylwin Rubinstein, également appelé Tourski dans la Résistance et Imperio sur scène. Sylwin et Maria sont jumeaux. Ils sont nés le 10 juin 1914 à Moscou, d'un amour illégitime entre le duc Piet Dodorov Nikolai et la danseuse juive Rachel Rubinstein. C'est la Première Guerre mondiale. En 1917, l'empire du tsar s'écroule sous la Révolution. Pour les protéger, le duc envoie la famille de l'autre côté de la frontière en Galicie. Partagée de nos jours entre la Pologne et l'Ukraine, cette région aux multiples cultures est le centre de la vie juive d'Europe de l'Est. Il s'installe à Brody, une ville qui garde encore les apparences d'un monde disparu. Pour Sylwin, c'est une ville d'adultes, issue du beau monde et immigrés russes. Mais à la fois un lieu plein de pauvreté, dont une grande partie de la population est composée de juifs hassidiques. Sylwin ne s'est absolument pas entendu avec eux. Ils lui sont toujours restés étrangers et il les a même haïs. Rachel, sa mère, a peu de temps pour s'occuper des jumeaux. Ils passent leur journée dans les rues poussiéreuses de Brody. Il ne mentionne jamais l'école. Cet enfant, Sylwin Rubinstein, crapahute dans les champs. Il est dehors avec des enfants ukrainiens, avec des enfants polonais et cherche l'aventure. Il est presque comme un enfant des rues, bien qu'il ait une famille. Il est toujours dehors, mais alors l'école... Alors qu'ils se disent inséparables, c'est plutôt Maria qui suit les cours. Pour parler d'eux, il dit toujours « nous ». Marie est une partie intégrante de lui. Et je pense qu'elle en est la meilleure partie. Il la décrit comme gentille, sublime, honnête, non matérialiste, alors que lui aime bien l'argent. Ils ont 10 ans. Un jour, leur mère les amène à Riga, à l'école de ballet de Madame Litvinova, ancienne danseuse étoile de l'opéra du tsar russe. Là se termine leur enfance, laissant la place à l'effort, au travail et même à la faim. Dès que Madame Litvinova quitte la maison, Sylwin et Maria changent la baguette en claquette. Quand on était sur le parquet, le trac avait disparu. Les guitares se sont mises à claquer, nous avons pris les castagnettes. Et tous les deux, nous avons dansé comme des fous. Le flamenco nous a déchiré le cœur. Sylwin Rubinstein. À l'époque, le flamenco était moderne. Si on dansait le flamenco, on trouvait des engagements. À 16 ans, ils quittent Riga et trouvent tout de suite un contrat à l'Adria, premier théâtre de variété de Varsovie. C'est la chance de leur vie. Le public en redemande. Toutes les portes s'ouvrent pour le frère et la sœur, qui dès lors se prénomment Imperio et Dolores. Il est facile de voyager en Europe, et c'est ainsi qu'ils donnent des représentations à Budapest, Sofia, Bucarest, aux métropoles de Düsseldorf. Ils dansent à Paris et Londres, et surtout en Allemagne. Alors que les jumeaux enchaînent les contrats, les nazis arrivent au pouvoir. La population juive est la cible des premiers pogroms, et l'opposition de gauche est violemment réprimée. Quelques-uns s'engagent dans la résistance. Les nazis, je ne les ai jamais aimés. Et quand leur pouvoir s'est déployé, nous avons soutenu des juifs ou d'autres personnes en situation irrégulière. Et pourtant, Sylwin ne voit pas le danger venir. Sylwin ne fait pas le lien entre les événements politiques de cette époque et sa vie.
Il voit des changements, mais il vit dans le monde du théâtre et des variétés. 1935. Les artistes juifs sont interdits de scène. Il faut partir vite. À Varsovie, Sylvine et Maria retrouvent quelques contrats. Mais le cauchemar du nazisme va les piéger. 1er septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. L'Allemagne attaque la Pologne. Après une semaine, les Polonais se sont presque fait écraser, mais refusent toujours de capituler et ils espèrent que l'Angleterre et la France va leur apporter une aide militaire. Logistiquement, ce n'est pas possible de les aider. Et le 28 septembre, les habitants de Varsovie doivent se rendre aux Allemands. À partir du moment où les Allemands occupent la ville, les habitants sont sujets à un destin terrible. Les jumeaux Rubinstein n'ont pas l'air juifs. Sylvine n'est pas circoncis. Ils ignorent les interdits des nazis, ne portent pas d'étoiles juives et se déplacent librement dans Varsovie. Mais lors d'une arrestation arbitraire, Sylvine est jetée en prison avec beaucoup d'autres. Les gardiens sont sans pitié. Il y a également des viols. Il a éprouvé une telle humiliation et une telle blessure qu'il n'a pas parlé au cours des premières années où je l'ai connu du fait qu'il était lui-même la victime. Je suis rentré dans la cellule en sang. Et puis j'ai dit à tout le monde, pourquoi les autres se sont tus? Je me serais défendu, je ne serais pas parti, on m'aurait battu à mort. Voici mon histoire. De toute ma vie, je n'oublierai jamais ça. Et quand je regarde les hommes, je vous déteste tous, vous, les Allemands. Ils ont fait d'un être humain ce qu'ils voulaient. C'est de là qu'est partie cette haine profonde. Je crois une haine incurable jusqu'à sa mort. Lors d'un transport de prisonniers, Sylvine réussit à s'échapper. Il est libre, mais désormais il doit se cacher. Il change de nom. Il s'appelle Sylvine Turski. Maria essaie de rejoindre sa mère à Brody en zone occupée par les soviétiques. Sylvine, lui, a rendez-vous dans une pharmacie à Cracovie pour obtenir des faux papiers. C'est une grande chance pour tous les deux. Mais aussi le premier moment de leur vie où ils se séparent véritablement et ne se revoient plus jamais par la suite. Prenant tous les risques, Sylvine arrive à Cracovie. Mais là, c'est la déception. La pharmacie qu'on lui avait recommandée ne vend pas de faux papiers. Sylvine s'assoit pour se faire cirer ses chaussures. Un officier de la Gestapo avait des moyens faciles de détecter les Juifs. S'il marchait dans la rue et qu'il voyait un homme qui marchait seul avec des chaussures miteuses, pas cirées, il savait immédiatement qu'il était juif. À côté des siennes se posent les bottes d'un officier de la Wehrmacht. L'Allemand l'aborde en allemand, en anglais, en français, et même dans un polonais hésitant. Sylvine fait comme s'il ne comprenait pas. L'autre se présente poliment. Major Kurt Werner, instituteur de métier. Sylvine, qui parle 7 langues, pense « Celui-là ne peut pas être nazi ». Werner est un homme très cultivé, un pianiste grandiose, un homme qui a étudié l'art, qui évolue dans la société, que tous observent. Il rentre dans une pièce et on sait que c'est lui le chef. Le major est chargé de l'administration dans une division d'infanterie, responsable de la sécurité de l'aéroport de la petite ville de Krosno, à 200 km à l'est de Cracovie. Mais avant tout, Werner est un opposant nazi depuis toujours. Il a horreur de la barbarie. Il comprend très vite la situation de Sylvine et propose de l'héberger. En 1941, les groupes d'intervention qui suivent la Wehrmacht abattent en peu de temps plus d'1 million de Juifs de sang-froid. C'est le début de l'Holocauste. À Krosno même, le chef de la Gestapo est particulièrement enclin à s'en prendre aux Juifs de la ville. Alors Sylvine accepte et part avec Werner. Werner réside dans une villa. Dans un premier temps, Sylvine lui sert d'interprète. Puis il devient la main droite du major pour ses diverses actions de résistance, car Werner est à la tête d'un réseau. En face de la villa de l'officier, la Wehrmacht stocke du matériel et ses denrées comestibles.
Manifestement permis par le major Werner, Sylvin se retrouve dans ce bâtiment. Il a aussi la clé pour ouvrir ses pièces. Il doit sortir de ces pièces là-haut différents objets, avant tout des victuailles et toutes sortes de choses, et les jeter à des résistants en bas pour les récupérer et les transporter. Leurs actions sont très diverses. Ils mettent du sucre dans les réservoirs des véhicules de la Wehrmacht et ils ouvrent les clôtures des camps de prisonniers de guerre. Une nuit, Sylvin trouve 2 enfants juifs qui se cachent dans un cimetière. Avec Werner, ils réussissent à convaincre les religieuses d'en face de les prendre en charge. Entre Werner et Sylvin, l'amitié se consolide. On se demande quel genre de relation ils avaient. Est-ce que c'était juste 2 hommes dans la résistance, un officier et son traducteur? Ou est-ce qu'ils avaient une relation homosexuelle? Quand Werner reçoit des femmes chez lui, Sylvin doit passer des heures sur le balcon. Mais il y a aussi d'autres gens qui passent dans la villa. On ignore si Werner travaille pour les services secrets britanniques. Mais un jour, il donne 2 capsules de cyanure à Sylvin, au cas où une action se finisse mal. Il n'y a pas d'Allemands, il y a seulement des assassins. 25% valaient de l'or et 75% étaient des criminels. Une fois que j'avais la capsule de cyanure dans la main, je devenais encore plus cruel. Après quelques actes de résistance réussis, il devient trop risqué pour Sylvin de rester à Krosno. Werner le confie à des prêtres résistants qu'il installe chez la famille du mécanicien Jan Waszkowicz à Mieszcze-Piastowe, à quelques kilomètres de Krosno. Je me souviens parfaitement quand Sylvin est arrivé chez nous, parce que j'étais surprise qu'il y ait 2 prêtres. Monsieur Borkowski et mon père étaient dans la cour. Et Monsieur Borkowski dit « Viens, Jaśko, on va discuter. Nous vous avons amené cet homme très gentil. Pourriez-vous l'accueillir pour quelques jours ?» Il dit « C'est d'accord pour quelques jours, c'est bon. » Mais il est resté 3 mois. Sylvin est bien accueilli, mais ce n'est pas un invité ordinaire. Il demandait de la soupe par marmite. On lui en donnait 2 tous les soirs et ma mère disait « Mon Dieu, mais quelle quantité ce Tourski peut bien manger !» Quoi que je lui donne, il a toujours faim, tout le temps. En fait, sans avoir demandé la permission à ses hôtes, Sylvin cache une 20aine de personnes dans le grenier. Mais la famille lui pardonne. Désormais, il assurera le lien entre Werner et la résistance polonaise. Il s'est senti comme un membre de notre famille. Mais il était toujours anxieux, il avait un regard nerveux et il ne dormait pas la nuit. Il a essayé de réfréner cette peur grâce aux drogues que le major lui fournissait. Sylvin le racontait toujours ainsi. Et alors il me donnait cette pilule qui me rendait très calme. À ce moment, on rapporte à Sylvin la mort de Maria assassinée par les Allemands. Sylvin ne se remettra jamais de cette perte. Il a été terriblement affecté par ça. Il n'est pas sorti de sa chambre pendant plusieurs jours. C'était terrible, il pleurait beaucoup. Avec tes yeux, tu dois lancer des regards aux hommes. Ensuite, tu te tournes à droite et à gauche. Ensuite, les talons. Puis tu marches comme un pan. Le tissu fait 5 mètres. Et ensuite, les castagnettes jouent. Et la tristesse arrive. Dieu m'a donné le flamenco. Quand j'ai dansé, j'ai toujours eu ma petite sœur avec moi. Il a demandé à ma mère si elle n'avait pas de jolis draps et des rideaux en dentelle. Ma mère lui a demandé pourquoi. Il a dit « Vous verrez quand je serai habillé, après avoir cousu ma robe. » Il l'a mise, il s'est maquillé, ses chaussures avaient des talons hauts et il dansait dans la pièce comme une femme, avec une robe. Et il disait que maintenant il était marié. Et c'était comme si elle était à ses côtés. Sylvin porte ses vêtements de femme en public. Avec cette nouvelle identité, il profite d'une liberté inespérée. Il fait ses courses au marché, il se promène au bras du major, et ensemble, ils continuent la résistance.
Quand les Allemands suspectaient un homme d'être juif, il n'avait qu'à baisser son pantalon. S'il était vêtu en femme, il ne courait plus ce risque. Il faut dire qu'à cette époque, en 1942, il s'est rendu en ville vêtu en femme, bien tape à l'œil. Il y a un bar, le Deutscher Hof, qui est le point de rencontre de différents Allemands, surtout des SS et de la Gestapo locale. Il y a des fêtes là-bas, des actions arbitraires de la Gestapo qui allaient dans la rue pour tirer sur des femmes. Et Sylvine dit que Werner vouait une haine toute particulière à ce bar et à ses habitués. Déguisée en chanteuse, Sylvine se présente à l'entrée du restaurant. On le laisse entrer. À l'intérieur, il sort de son sac à main 2 grenades. Il est recherché. Pendant quelques jours, Sylvine se cache entre les cercueils dans la crypte de l'église franciscaine. Puis Werner trouve un échappatoire. Les Polonais ont la possibilité de s'inscrire et de se porter volontaires dans le Reich. C'est la couverture parfaite pour Sylvine. Werner s'occupe de faire ses papiers et Sylvine part immédiatement dans la capitale du Reich, à Berlin, dans la gueule du loup. L'agence de travail allemande suit la Wehrmacht en Pologne, à la recherche de main-d'œuvre. Il s'agit le plus souvent d'un enrôlement forcé. De plus en plus souvent, un village entier est réuni au cours de rafles, pleines de violence, et embarqué vers l'Allemagne, dans des wagons de marchandises. Pour l'instant, les Berlinois ont été épargnés de la guerre, excepté la population juive, victime de pogroms systématiques. À ce moment-là, Berlin a été systématiquement passé au peigne fin. Les Juifs ont été déportés et cela a pris plus de temps que l'on imagine parce que les travailleurs polonais devaient remplacer les Juifs qui travaillaient encore dans les usines d'armement berlinoises. Les travailleurs forcés sont interdits de contact avec la population allemande. Pourtant, quelques-uns les aident. Ils n'étaient pas complètement isolés. Nous leur avons toujours glissé de la nourriture, ou ce que nous pouvions. Une tartine, un petit quelque chose. On n'avait pas beaucoup nous-mêmes, mais on s'est débrouillés. Sylvine est affectée à l'hôpital d'urgence de Berlin-Neukölln. Il travaille comme aide-soignant dans la station des Polonais. Dans un premier temps, il se croit en sécurité, mais un jour, l'horreur recommence. Tout un groupe de Polonais avait été hospitalisé. Ils vomissaient, ils souffraient, et ils sont décédés les uns après les autres. L'un de ces hommes lui a alors dit d'où ils arrivaient, d'un camp de concentration, où on leur avait injecté quelque chose. Wo sie herkommen, nämlich aus dem Konzentrationslager. Und dass ihnen etwas gespritzt worden ist. Et ce Polonais est mort aussi. Sylvine est alors allé en pathologie, où il a retrouvé tous ses corps et a vu qu'on les autopsiait tous. Sylvine fuit ce lieu d'expérimentation sur l'homme. Un ouvrier allemand lui trouve un autre emploi dans une usine. D'habitude, les travailleurs forcés sont logés dans des camps de baraquement ou dans des logements de fortune. Sylvine, lui, ne se présente jamais à l'adresse qui lui est attribuée. Il habite Berlin-Kreuzberg, dans l'appartement de Werner. Lorsqu'il faisait noir, il ne fallait pas allumer une lumière. Il devait être discret. Il ne pouvait pas descendre, il ne pouvait jamais se montrer. Personne ne devait savoir que quelqu'un en situation irrégulière vivait là, que quelqu'un d'autre à part nous vivait là. Werner lui envoie des gens. Il en trouve aussi de son côté. Cet appartement devient une sorte de nid. Sylvine est occupé à nourrir ceux qu'il cache dans les combles de l'immeuble. C'est au marché noir des travailleurs forcés qu'il trouve le nécessaire.
Parmi eux, il y a d'autres résistants. Une action vise un officier de la Gestapo, connu des Juifs pour sa cruauté. Le jour de son anniversaire, Rubinstein est chargé d'acheter un bouquet de fleurs. Il rencontre une femme au Kurfürstendamm qui planifie toute cette action. Et au moment où il souhaite à l'homme son anniversaire, la femme prend le pistolet et tire. À partir de 1943, les Alliés intensifient le bombardement de Berlin. Dans l'illégalité, Sylvine n'a pas le droit de s'abriter dans un bunker. Il doit rester sur le toit de l'immeuble à veiller qu'il ne prenne pas feu. Si la maison est touchée par une bombe, la cachette est perdue. Et eux tous avec. Pour vaincre sa peur au milieu des bombes qui tombent sur Berlin, Sylvine se met à danser sur le toit. Il danse sa peur et il danse sa joie. Chaque bombardement le rapproche de la libération. Début mai 1945, l'armée rouge libère Berlin. Le 8 mai, c'est l'armistice. L'Allemagne se rend sans condition. À Berlin, seulement 1700 Juifs ont survécu. Le major va se faire prisonnier de guerre. Et Sylvine intervient en sa faveur auprès des Américains. 3 jours plus tard, le major est libéré. Sylvine glisse quelques billets dans les poches trouées de son ami Werner, qui essaie en vain de le convaincre de partir avec lui dans le sud de l'Allemagne. Mais Sylvine a d'autres projets. Peut-être ces deux hommes ne se seraient-ils pas bien entendus dans des conditions de vie normales. Peut-être que leur monde était trop différent. Sylvine avec son boui-boui. Il y avait trop de choses entre eux. Werner écrit des lettres, mais Sylvine ne répond pas. Il a peur de confondre les sentiments pour son ami avec la haine qu'il voue aux Allemands, mais aussi parce qu'il ne sait pas écrire. Il ne l'a jamais dit à Werner, l'ancien instituteur. Alors que Sylvine gagne sa vie sur le marché noir, un impresario lui propose une nouvelle partenaire pour renouer avec sa vie d'artiste. Mais c'est impossible. Il lui répond « Mais elle danse comme une vache. Personne ne pourra remplacer Maria. » Sylvine sort un drapeau nazi des décombres. Il découpe la croix gammée et se confectionne une nouvelle robe. Il sera l'un des premiers à se travestir sur scène. C'est dans le Hambourg des années 50 que Sylvine se refait une nouvelle vie. On lui propose de l'engager dans les théâtres de variété rue Ripperbahn dans le quartier de Sankt Pauli. Désormais, c'est lui, Dolores. Le public tombe sous son charme. Plus il vieillit, plus c'est difficile. La nuit, il revoit les gens. Il revoit les visages. Et parfois, il a des doutes. Je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qui j'allais tuer. Sylvine met fin à sa carrière de scène quand les variétés de Ripperbahn commencent à produire des spectacles pornographiques. Il devient brocanteur. Dans sa vitrine, il expose des objets de collection militaire nazie. Par l'intérêt que ses clients portent aux objets, il repère des anciens nazis. Des bras musclés du quartier les passent à tabac. Avec ses amis, il parle peu du passé qui le hante. Pendant ces dernières années, Sylvine ne dort guère. Il s'éteint en 2011, à l'âge de 96 ans. L'Allemagne de l'après-guerre vénère ses héros. Pourtant, aujourd'hui, qui se souvient encore de Sylvine Rubinstein et de sa résistance? Il est très grand, très anguleux. Il a des vêtements personnels très particuliers et ce physique fait de lui un outsider. Et les outsiders ne sont pas très bien perçus dans la culture populaire. Sylvine Rubinstein, un homme qui vit à St. Pauli, dans le milieu, qui se produit dans des clubs de travestis, c'est un monde que beaucoup considèrent comme un demi-monde. Il y a là un homme avec des vêtements de femme. C'est sa manière de faire de la résistance. Mais c'est bien inhabituel. On imagine autrement les héros. Les qualités qui le plongeront dans l'oubli sont aussi celles qui lui ont permis de survivre.
tu fais toi-même l'expérience de la manière dont les hommes sont assassinés, tu peux devenir une hyène. Quand tu vois ce qu'ils ont fait aux Juifs chaque jour, quand ils ont à nouveau tiré sur des hommes et qu'ils les ont détroussés, tu ressens une telle haine patriotique. C'est là que tu deviens toi-même un meurtrier. Les assassins ont tué, nous avons tué les assassins. J'étais un homme innocent, mais je suis devenu coupable. Les nazis sont aussi responsables de cela. En Grèce, à Athènes, le 5 mai 1976, une foule immense envahit les rues. C'est plus d'1 million de personnes qui se pressent et se bousculent autour d'un cercueil. Le peuple pleure son héros. Seul contre tous, il a défié le pouvoir militaire. Arrêté, il a résisté pendant des années aux tortures les plus infâmes. Libéré, élu député, il n'a jamais renié son idéal. Il s'appelle Alekos Panagoulis. On le surnomme l'Invincible. C'était un révolté, un loup solitaire. Alekos Panagoulis voit le jour à Athènes le 2 juillet 1939. Son père, militaire de carrière, sert comme colonel dans l'armée du roi George II, qui règne sur la Grèce sans vraiment la gouverner. Le pays vient à peine d'officialiser ses frontières. C'est un pays qui, d'un point de vue territorial, a été créé 17 ans auparavant, en 1922. Cette nation vit à l'époque sous la dictature du général Ioannis Metaxas. Une dictature royale qui organise la vie sociale, politique et syndicale des gens. Le peuple grec vit alors sous surveillance, mais aussi dans le contrôle permanent de ses actes. En 1939, le deuxième conflit mondial éclate. Et dès le printemps 1941, le pays est sous la domination du Troisième Reich. Commence alors pour le peuple grec une longue période de souffrance. La famille Panagoulis décide de quitter la capitale. Ils sont allés dans l'île de Leucade, où ils sont restés quelques années. Là-bas, la famille a continué à vivre avec honnêteté. Ils avaient foi en la liberté. Si Alekos grandit dans une famille aux convictions démocratiques, en 1946, de retour à Athènes, il assiste du haut de ses 7 ans à l'embrasement de son pays. Les communistes refusent que l'ancien régime garde le pouvoir. La guerre civile éclate. Plus de 200 000 personnes y laissent leur vie. Et c'est seulement en 1949 que le gouvernement conservateur parvient à rétablir l'ordre. La Grèce retrouve enfin la paix. Tous les souvenirs d'enfance d'Alekos sont des souvenirs de guerre. Et surtout, des souvenirs de la famine qui a touché la Grèce après la guerre. Elle a fait des dizaines, des centaines de victimes à Athènes, et encore plus dans les villes où il n'y avait pas d'approvisionnement. Il est très difficile pour nous d'imaginer ce que cette famine signifiait aux yeux d'un enfant, et à quel point cela a pu le marquer à vie, de voir des morts tous les matins dans la rue. Rappelle-toi comment nous courions dans les champs, comment nous aimions les animaux et les fleurs, comment en jouant avec des figures en papier, nous tentions de rendre le monde plus beau. Nous ne nous apercevions pas, frère, qu'à côté de nous, on fabriquait des chaînes pour ces rêves. Et comment pouvions-nous nous en apercevoir? Nous semions de l'amour, partout nous voyions de l'amour, nous vivions dans la lumière, ils vivaient dans le noir. Alekos Panagoulis. En 1960, Alekos s'inscrit à Polytechnique pour devenir ingénieur. Fervent démocrate, il rejoint immédiatement le parti de la jeunesse de l'Union du Centre. La jeunesse de l'Union du Centre, à cette époque, était à l'avant-garde des luttes démocratiques. C'était une jeunesse qui avait pour idéal pain, éducation, liberté. Étudiant militant, étudiant révolté, Alekos est appelé en 1966 pour effectuer son service militaire pendant plus de 2 ans. Mais le 21 avril 1967, à Athènes, craignant que la gauche gagne aux prochaines élections, les colonels grecs décident de renverser le régime. C'est un coup d'État. Les blindés occupent la capitale et une répression des plus violentes menée par le colonel Papadopoulos s'organise. Plusieurs manifestants sont frappés à mort. Beaucoup sont arrêtés.
Les arrestations qui se sont déroulées ce soir-là ont été énormes. Pendant les 2 jours qui ont suivi, cette répression sans précédent a touché plus de 8000 personnes. Et beaucoup de prisonniers ont été envoyés immédiatement en déportation. La dictature s'installe. Dans sa caserne, le soldat Panagoulis refuse de servir un régime qui opprime son peuple. Aussi, dès le mois de mai, et sachant qu'il risque la peine capitale, Alékos réussit à déserter, avec pour seul objectif couper la tête du pouvoir en assassinant le colonel Papadopoulos. Il s'enfuit vers l'État de Chypre pour y rencontrer le ministre de l'Intérieur, Polikarpos Iorkatsis, dans l'espoir d'être aidé pour l'exécution de son plan. Le ministre Polikarpos Iorkatsis accepte de lui fournir des explosifs et de le mettre en contact avec d'anciens combattants de l'OOCAR qui vont l'entraîner dans l'utilisation de bombes et d'explosifs. Ils vont aussi lui fournir un faux passeport pour lui permettre de voyager. Une fois formé au maniement des explosifs, et après avoir organisé leur transfert vers Athènes, Panagoulis s'envole pour l'Italie. Il veut y rencontrer le chef du parti de gauche grec en exil, Andreas Papandréou, et obtenir son soutien. Sauf qu'Andreas Papandréou était un politicien, alors qu'Alexandros, lui, était un résistant, un rebelle. Déçu, mais toujours convaincu que seul l'assassinat du colonel Papadopoulos mettra fin à la dictature, Alékos Panagoulis décide de rentrer clandestinement à Athènes et d'organiser l'attentat. Une fois de plus, mon frère, dans cette lutte qu'alors nous commençâmes dans l'obscurité, avec du sang nous demandâmes de nous faire de la lumière. Le soleil rayonne pour consoler encore, pour faire éclore les fleurs. Sur notre terre, encore, la douleur arrive davantage pour ceux qui ont su retenir les larmes dans les yeux secs. Alékos Panagoulis. Le 13 août 1968, sur la route du Cap de Sounion à 7h30 du matin, caché en contrebas, Alékos attend. Il sait que chaque jour, la voiture du colonel Papadopoulos quitte sa résidence privée pour se rendre sous escorte à Athènes. Sur le trajet après un tunnel, le convoi doit passer exactement là où Panagoulis et ses amis ont disposé des explosifs. Ne voulant pas impliquer les autres, le jeune déserteur veut agir seul, à l'exception d'un bateau qui l'attend pour l'aider dans sa fuite. À 7h40, la voiture du colonel arrive. Alékos appuie sur le détonateur. La charge explose, mais elle rate sa cible. C'est la panique. Immédiatement, Panagoulis se précipite vers le rivage. Il n'en croit pas ses yeux. Par peur ou par trahison, le bateau a fui. Très vite, il est repéré et arrêté par la police militaire, qui veut lui faire avouer le nom de ses complices. On a amené Alexandros au centre de formation de la police militaire à Goudi, et ils l'ont gardé en isolement. Tous les matins, Panagoulis était passé à tabac, mais il a tenu bon. Panagoulis, à chaque fois qu'on le torturait, à chaque fois qu'il était maltraité, à chaque fois qu'il était menacé, ne baissait jamais les yeux et continuait à les provoquer. Cela leur faisait peur. Ils n'arrêtaient pas de les traiter de traîtres. Sa résistance était unique. Une fois, après une séance de torture, où Alékos, en sang, regardait toujours avec défi ses tortionnaires, le chef de la police militaire, Ioannidis, a dit à ses hommes « Laissez-le. C'est la personne sur 1 million qui ne parlera jamais. » Alékos Panagoulis sera torturé jusqu'au jour de son jugement, le 4 novembre 1968. Ayant refusé de parler, le révolutionnaire sait qu'il encourt 2 fois la peine de mort, pour désertion et attentat. Lorsque le président de la cour martiale dit son nom et veut le pousser à se présenter comme un soldat, Alékos enlève son béret et le jette au sol. Puis il déclare « Je refuse d'être le soldat d'une armée qui trahit sa patrie. » Cela a créé la stupeur dans toute l'Assemblée. Alékos veut utiliser son procès comme une tribune et alerter la presse internationale qui suit de près cet événement.
L'attitude de Panagoulis au procès était une grande apologie de la liberté et de la démocratie. Ses paroles ont été rapportées à l'étranger, et cela l'a élevé dans l'estime de tous. Il n'était plus seulement l'homme qui avait tenté de tuer le tyran, mais celui qui, au-delà des circonstances et après toutes ces tortures, pouvait toujours crier son amour pour la liberté. Le 17 novembre 1968 à 20h15, le verdict tombe. À la stupeur générale, c'est la double peine de mort. Face à cette sentence, Alekos reste impassible et regarde ses juges droit dans les yeux. Il leur a dit le chant du cygne de la démocratie. Pardon, je suis très ému. C'est le râle du condamné à mort devant le peloton d'exécution. Et je vous demande d'exécuter le jugement. Il est et sera le symbole de notre lutte. Devant le courage inouï d'Alekos, devant une presse internationale ne désarmant pas, le colonel Papadopoulos donne l'ordre de reporter son exécution à une date indéterminée et de l'incarcérer le 20 novembre 1968 dans la prison militaire de Boyati, avec pour seul objectif de le réduire au silence. Alors on lui a dit « Tout ce que tu as subi jusqu'à ce jour, ce n'est rien. Et maintenant que ton exécution est reportée, tu nous appartiens, et l'on va faire ce que l'on veut de toi. Nous allons te briser. » De nouveau torturé aux limites des résistances humaines, Alekos n'en continue pas moins à provoquer ses tortionnaires. Dans la nuit du 5 juin 1969, il réussit même à s'évader de la prison grâce à la complicité d'un gardien. Il est repris sur dénonciation 3 jours plus tard. La junte décide alors de lui construire une cellule spéciale, qu'elle surnommera le tombeau. Loin de se contenter de faire vivre Alekos dans des conditions inhumaines, le pouvoir militaire durcit ses tortures à l'égard de son prisonnier. Une des tortures qu'ils aimaient le plus lui faire subir était de lui enfoncer une aiguille accrochée très longue dans l'urètre et de la chauffer à blanc. Puis il le frappait très fort sur la plante des pieds. Cela s'appelait le falaka. Souvent après, on le traînait jusqu'à la cantine. Et je voyais bien qu'il ne pouvait même plus marcher. Mais Panagoulis, l'invincible, n'abandonnera jamais son esprit de résistance. Humilié, les chairs à vif, il reste le pire cauchemar de ces tortionnaires. Alors insu, libertaire dans l'âme, Alekos réussit même à s'évader par l'écriture. Un jour, il a demandé un cure-dent. Et avec ce cure-dent, il s'est troué la veine pour le tremper dans son sang. C'est comme ça qu'il a pu écrire ses textes, sur son pantalon ou à l'intérieur de sa chemise. Et personne ne s'en est rendu compte. Ainsi sont nés ses premiers poèmes. Il se forge un monde pour supporter les tortures et l'isolement. À l'intérieur de sa prison, Panagoulis parle d'une Grèce rêvée, d'une Grèce libre. Par les mots, son courage se transforme en émotion. Et pour les jours que tu m'as vu souffrir de la faim, beaucoup de jours, et pour mes yeux que tu as vu pleurer, et les mains qui se contractent, et pour ma lutte contre la mort, si sournoise, invitée dans ma prison, et pour les heures de solitude infinie, et pour les jours gelés de l'hiver, et pour les coups de sang, les abus et la douleur, et pour les mains efforts et les brûlures sans fin de la fièvre, et pour mon mépris que je manifeste aux tyrans. Souviens-toi, il n'y a pas un instant à oublier, et il n'y a pas un instant où j'ai honte. Depuis plus de 4 ans, le monde condamne le régime de la junte pour non-respect des droits de l'homme. En 1973, profitant d'une mutinerie d'un de ses navires de guerre, le colonel Papadopoulos enterre définitivement la monarchie constitutionnelle et se proclame président de la République. Il veut mettre un terme à la vindicte internationale et donner à son pays l'apparence d'une démocratie. À l'été 1973, le régime dictatorial
considère qu'il doit passer à une normalisation progressive de sa politique afin que les dirigeants puissent rester au sommet et continuer à gouverner le pays. Ils instaurent alors une sorte de système parlementaire qui demeure évidemment sous le contrôle du pouvoir. Profitant de ce semblant de démocratie, et comme des milliers de prisonniers politiques, Alekos Panagoulis est gracié le 21 août 1973. Enfin libre, il s'envole très vite vers l'Europe pour organiser une résistance armée contre la dictature. Mais à la fin de l'année, les choses vont brusquement s'accélérer. La politique du colonel Papadopoulos ne satisfait pas la jeunesse. Bien décidés à obtenir plus de liberté, les étudiants de Polytechnique s'organisent et occupent leurs écoles. Face à ce mouvement, la junte prend peur et déclenche une vague de répression encore jamais atteinte. Le 17 novembre à minuit, les tanks sont envoyés à Polytechnique pour anéantir la rébellion. On tire sur la foule à l'extérieur comme à l'intérieur de l'école. Il y a beaucoup de morts. Pour la junte, cela est vécu comme un grand échec de la politique de Papadopoulos. Et très vite, la partie la plus dure de la dictature le renverse. Suite à ce coup d'État, le nouveau pouvoir proclame comme chef suprême le général de brigade Ioannidis et à nouveau les prisons se remplissent d'opposants au régime. La répression est portée à l'extrême par le nouveau gouvernement. Les arrestations et les déportations à l'encontre des étudiants se multiplient. On assiste à un grand nombre d'emprisonnements. Les tortures sont monnaie courante. La situation est dramatique et barbare. Face à ce renversement, en Europe, Alekos Panagoulis, désormais interdit de territoire en Grèce, s'acharne à mobiliser ses compatriotes exilés. Mais ces derniers, intellectuels, artistes ou ex-députés issus de milieux aisés, préfèrent les belles phrases plutôt que les actes. Isolé, Alekos reprend le chemin de la provocation à l'égard du nouveau dictateur. En secret, Alekos rentre en Grèce pour prouver au dictateur qu'il se moque de ses mesures de surveillance. Au Cap Sounion, il se fait photographier libre et souriant et envoie les photos à la police militaire. Mais très souvent aussi, il téléphone au centre du pouvoir et demande à parler à Ioannidis lui-même pour l'insulter. Devant les exactions de la nouvelle dictature, plusieurs gouvernements occidentaux exigent le changement. Sous la pression internationale, le pouvoir militaire abdique et laisse la place à celui de l'ancien Premier ministre Constantin Karamanlis, revenu de France le 13 juillet. De véritables élections démocratiques sont organisées. C'est le retour des exilés. Alekos, fidèle à son parti de jeunesse, se présente aux législatives avec l'Union du Centre. Le 17 novembre 1974, celui que l'on surnomme l'Invincible est élu député. Devenu parlementaire, Alekos se refuse de rentrer dans les codes du politiquement correct. Il est et restera un homme libre. Le 21 avril 1975, alors que les députés sont en séance, devant le Parlement, la police réprime avec force une manifestation étudiante. Panagoulis est immédiatement sorti du Parlement pour observer la manifestation. Et il voit un groupe de policiers qui frappe avec violence et cruauté une jeune fille. Alekos a couru, il l'a arraché des mains des policiers et il l'a amené à l'intérieur du Parlement pour déclarer aux députés « Voilà vos exploits ». Il était sans compromission. Comme en août 1975 au procès des dictateurs, où il est cité comme témoin et victime. Alekos vient à la barre non pour parler de ses souffrances, mais pour défendre la liberté de l'individu. À la surprise générale, il ne réclame pas vengeance et plaide pour la démocratie. Quand il a commencé à parler, il y a eu le silence. Puis une sorte de trouble s'est installé. Les gens ont commencé à bouger, à murmurer. Personne ne pouvait croire que Panagoulis n'exige pas leur condamnation à mort, mais demande tout simplement leur emprisonnement.
Mais le président du tribunal l'interrompait tout le temps pour essayer de lui faire dire ce qu'il voulait entendre. Alors Panagoulis s'est énervé. Il l'a pointé du doigt et a hurlé « Où est-ce que toi tu te trouvais lorsque moi je m'exposais ?» Si Alékos ne déroge en rien à ses idéaux, il n'en est pas moins un grand jouisseur de la vie et de ses plaisirs. Se moquant des bien-pensants, il aime sortir et s'amuser sans retenue. Le parlementaire choque, il dérange. Il aimait la fête, il aimait les femmes, il aimait passer la nuit dans des boîtes, il aimait boire. C'était quelqu'un qui voulait simplement vivre. Il ne désirait pas qu'on le considère comme un grand résistant. Pour autant, Panagoulis se consacre totalement à son nouvel objectif. Dénoncer tous ceux qui, de près ou de loin, ont collaboré avec la dictature de colonel. Alékos ne pouvait pas accepter que quelqu'un qui avait été tortionnaire ou délateur, ou qui avait collaboré avec la junte et qui avait participé de près ou de loin à l'oppression du peuple grec, puisse occuper un poste politique. Pour arriver à ses fins, Alékos doit avoir accès aux archives, mises au secret depuis que le gouvernement a décidé de définir le coup d'État de 1967 comme un accident, et non comme une dictature qui a endeuillé le pays pendant plus de 7 ans. Une fois encore, Panagoulis agit seul et va obtenir les noms de ceux qu'il considère comme des traîtres. Il a réussi à pénétrer dans la demeure de son tortionnaire et officier de l'ESA, Azizikis. Et comment est-ce qu'il y est parvenu? En devenant l'amant de l'épouse de Azizikis. Elle lui a donné les clés de la maison et lui a dit où se trouvaient les dossiers. Très vite, le député Panagoulis commence à publier le nom des collaborateurs. Devenant une menace pour le monde politique, il est placé sous surveillance. Dans la nuit du 30 avril 1976, Alékos quitte un couple d'amis pour rejoindre son domicile. Une voiture le suit. Mais soudain, alors que les deux véhicules roulent à vive allure, un troisième véhicule percute violemment celui du député récalcitrant. C'est l'accident. Panagoulis y laisse la vie. Sur les lieux, la police dresse le constat et avalise bizarrement le fait que seulement 2 véhicules sont impliqués. Aucun rapport ne prend en compte les témoignages qui attestent la présence d'un 3e véhicule. Il a mystérieusement disparu. Cette affaire ne sera jamais élucidée. Alékos travaillait depuis longtemps sur les dossiers de l'ESA, la police militaire, qui avait torturé de très nombreuses personnes. Et grâce à ces archives, beaucoup d'affaires très compromettantes pouvaient éclater au grand jour. Accident ou assassinat, le mystère demeure. Mais pour le peuple grec, il n'y a pas de doute. Le 5 mai 1976, jour de son enterrement, des centaines de milliers de personnes défilent dans la rue et crient leur colère. Je me souviens de l'émotion de la foule, de son amertume, de sa colère. L'entrée du cimetière était noire de monde. Et les gens criaient « Qui est le criminel? Qui est l'assassin ?» Alors aujourd'hui, dans une société où politique et économie ne font guère cas des valeurs défendues par Alékos, qui veut se souvenir de celui qui a sacrifié sa vie pour la démocratie? C'est un héros tragique, un héros qui est seul. Et la solitude est peut-être un des éléments de l'héroïsme. C'est quelque chose que l'on pense seul et que l'on vit tout seul. Aujourd'hui, enseigner l'insoumission de Panagoulis serait perçu comme une remise en question du système. Le système ne le veut pas. Et le système, ce n'est pas seulement la politique, les hommes politiques ou l'économie. C'est aussi la presse, les médias, la télévision, notre société.
On l'appelait Alékos l'Invincible. Il n'était pas un tribun, un penseur, un politique. Il était un homme. Il s'est battu pour la liberté avec pour seule arme la volonté de ne jamais renoncer. Il est mort debout. Vous qui avez oublié le passé, qui voyez le présent dont le regard sans but, qui ne possédez aucun intérêt pour l'avenir, qui respirez seulement pour mourir. Vous qui n'avez de main que pour applaudir, et qui demain applaudirez plus fort que tous comme toujours, et comme hier et comme aujourd'hui. Sachez alors, vous, excuse vivante de chaque tyrannie, que je hais les tyrans autant que vous me donnez la nausée. « 14 octobre 1963. La France pleure la disparition d'une de ses plus grandes artistes. Édith Piaf est morte. Dans la foule, un homme seul, inconsolable, ne peut croire à ce drame. Un an avant, il triomphait sur la scène de l'Olympia aux côtés de la vedette. Un an avant, il épousait celle qu'il aimait. Il aurait pu être son fils, mais il a été son dernier mari. Jeune, beau et ténébreux, il s'appelait Théo Sarapo. Il rêvait de brûler les planches. Il a offert sa vie à la chanteuse. Théophanis Lamboukas, dit plus tard Théo Sarapo, naît en 1936 dans une France de gauche où le Front populaire, malgré l'opposition des groupes d'extrême droite, vient de donner un nouvel essor économique au pays. Ses parents sont issus du flot de migrants grecs arrivés en 1920 sur cette terre d'accueil où ils n'ont eu aucun mal à s'intégrer. Tout de suite, ils se sont mis dans la culture française. Ils ont appris à vivre comme les Français, mais il y avait un côté à la maison où c'était le côté grec. C'est à Paris que Théo Sarapo voit le jour. Son père, Stavros, artisan, possède un petit salon de coiffure rue de Provence, dont le revenu lui a permis d'acheter une résidence secondaire à la Frette-sur-Seine. Acharné au travail, il aime s'y retrouver pour y profiter des siens. Et mon père aimait jouer de la guitare lorsque nous avions des repas de famille. Puis il aimait chanter des chansons grecques. Maman l'accompagnait et nous aussi. À travers ces moments de partage, l'enfant Théo découvre ses premiers émois musicaux. Pour autant, ce bonheur ne dure qu'un temps. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Et en 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris. Le pays occupé connaît alors les tickets de rationnement, les longues files d'attente devant les magasins vides et le marché noir. Comme beaucoup de Français, la famille Lamboukas doit trouver le moyen de survivre dans cette France qui souffre. La famille de Théo est encore plus touchée que d'autres, et d'autant plus qu'elle est étrangère. La plupart des Français, à cette époque-là, sont des immigrés de l'intérieur. Ils ont tous de la famille en province. Et en province, on arrive toujours à se débrouiller, donc on peut avoir des colis. Malgré tout, Stavros, le père de Théo, n'est pas un homme à subir les événements. Aussi, afin d'éloigner au mieux son fils des malheurs de la guerre, il l'envoie vivre dans leur maison de la Frette en compagnie de sa grand-mère. Ainsi protégé, Théo ne vivra pas de manière dramatique ce conflit meurtrier et pourra, dès la libération, reprendre une existence normale. En 1950, devenu l'aîné de deux sœurs, le jeune grec montre une véritable passion pour le monde des lettres. Mais le père de Théo n'envisage pas pour son fils un autre avenir que celui de lui succéder à la tête de son salon. Fort de son autorité, il exige que ce dernier s'engage dans des études de commerce. Il voulait faire de Théo un homme un peu trop parfait de sa façon de penser. Ça veut dire se marier, faire une famille, travailler, avoir un salon de coiffure. Et il voyait son avenir tout près. Pour autant, même si Théo obéit à son père, il n'en reste pas moins un rêveur. Aussi souvent qu'il le peut, il s'isole pour écouter de la musique. Il rêve des États-Unis, il rêve de films, il rêve de chansons, mais on pourrait dire que c'est l'aspiration d'une génération qui a 20 ans, donc qui a 20 ans dans les années 50 et qui n'a pas envie de vivre une vie renfermée. Théo s'imagine vivre dans un monde qui n'est pas le sien. Un monde où peut-être il pourrait être quelqu'un, sans savoir encore vraiment qui il est. Je ne suis pas particulièrement un comique. Alors déjà, au départ, on peut éliminer le comique. Je ne suis pas fait pour le rythme. On peut éliminer le rythme. Aussi, vous me direz, il ne reste plus grand-chose. Mais il y a surtout un tas de choses qui me passionnent. C'est mon monde à moi. Il est fait d'un climat de solitude, de nostalgie et d'un certain côté romantique. Théo Sarapo. En 1954, Théo a 18 ans et vient de réussir brillamment les examens de son école de commerce.
C'est le moment où son père décide de vendre son salon de coiffure parisien pour en créer un nouveau, au sein même de leur maison à la Frette-sur-Seine. Parce que le plan de carrière du papa pour son fils, c'est que son fils reprenne à la Frette-sur-Seine le salon de coiffure familial. À partir de là, il souhaite que son fils s'inscrive à une école de coiffure. L'école de coiffure du moment, dans les années 50, la grande école de coiffure, c'est l'école Chantoiseau à Paris, qui forme pratiquement tous les grands coiffeurs de la capitale. Malgré tout, l'amour que porte Théo à la chanson ne se tarit pas. Aussi, dès qu'il le peut, l'apprenti coiffeur participe à des concours de chant amateurs. C'est à Trouville, lors de ses vacances d'été, qu'il remporte pour la première fois ce que l'on appelle à l'époque un radio-crochet. C'est à partir de ce jour-là au Casino de Trouville que Théo Sarapo connaîtra les premiers bravos et les premiers applaudissements. Jeune homme réservé, si Théo se fait reconnaître comme chanteur au sein de cette population estivale, il n'affiche pourtant pas sa personnalité et reste l'interprète des chansons des autres. Théo Sarapo, pour ce radio-crochet, chante Luis Mariano et Frank Sinatra. Il choisit de prendre deux grandes gloires, les noms qui incarnent le succès de chansons de ces années-là. Ça ne donne pas l'impression de quelqu'un qui se construit un style, par exemple, ou qui aurait déjà l'idée d'un style qui pourrait être le sien propre. J'ai gardé un côté très mythique de la vedette. C'est-à-dire que je les admire parce qu'ils sortent du commun des mortels. Ce n'est pas parce que ce sont des vedettes de cinéma ou de music-hall, c'est parce que ce sont des personnages par eux-mêmes. Théo Sarapo. Entre la coiffure où il réussit très bien et sa passion d'amateur pour la chanson, son futur semble tout tracé. Il sera le coiffeur chantant de la Frette-sur-Seine. Un avenir paisible que les événements d'Algérie viennent bousculer en 1956, l'année de ses 20 ans. Depuis 1954, suivant l'exemple de l'Indochine, des groupes d'Algériens indépendantistes formant le Front de Libération Nationale multiplient des actions armées à l'encontre de l'autorité française. Pour eux, l'Algérie, alors colonie de la France, doit retrouver son autonomie. Au début, le gouvernement pense que ce ne sont que quelques émeutes qu'il suffit de réprimer. Mais 2 ans plus tard, face à l'enlisement du conflit, l'Assemblée nationale sous le gouvernement de Guy Mollet décide d'avoir recours à l'armée, élargie au contingent d'appelés. Au départ, on a imaginé que quelques grosses opérations de police suffiraient à éradiquer le terrorisme. En réalité, on se heurte à quelque chose de beaucoup plus puissant que prévu. Peu à peu, il est nécessaire de trouver des forces supplémentaires. On va donc appeler le contingent. Ces jeunes gens vont partir et ils vont, pour la plupart, rester 27 mois en Algérie. C'est un traumatisme, évidemment, pour ces jeunes qui ne se sentent pas tellement concernés. Ils sont plongés dans ce qui va être un véritable carnage. Plus de 450 000 jeunes soldats sont envoyés en Afrique du Nord. Théophanie Lamboukas n'y croit pas. Lui qui avait, durant le 2e conflit mondial, espéré ne plus connaître la guerre, fait partie de cela. Effondré, il s'embarque pour l'Algérie. Parce que d'abord, c'est pas un garçon guerrier, c'est une cigale, Théo Sarapo. Il aime la vie, il aime les gens, il aime chanter. Lui donner un fusil entre les mains et des ordres, ça va pas du tout. C'est pas son esprit, c'est pas sa mentalité, donc il souffre en Algérie, Théo Sarapo. Une souffrance que Théo partagera avec les autres appelés. Âgé d'à peine 20 ans, il se retrouve plongé dans une guerre qu'il n'estime pas être la leur, et où les horreurs sont leur quotidien. Il était de garde jusqu'à minuit, et un de ses copains a pris la garde de minuit à 6 heures, et il reprenait la garde à 6 heures. Et quand il est arrivé pour prendre la garde, il y avait un tonneau qui était rempli de sang à côté de lui, et son copain était dans le tonneau. Et même si ce conflit ne verra sa fin qu'en 1962, lorsque l'indépendance sera accordée à l'Algérie, c'est un Théo épuisé, traumatisé, mais enfin libéré de ses obligations militaires, qui rentre chez lui en octobre 1958, après 33 mois de service sous les drapeaux. Une des caractéristiques de cette guerre, c'est que très peu des acteurs de la guerre en parleront plus tard, ce qui tendrait à prouver qu'ils ont été parfaitement traumatisés. Alors, traumatisés par la violence de la guerre, traumatisés probablement aussi par le fait qu'ils ont eu le sentiment, en tout cas c'est ce que leur renvoyait l'opinion, qu'ils avaient fait une sale guerre. Dès lors, le jeune homme ne sera plus jamais le même. Et alors qu'il reprend une activité de coiffeur dans le célèbre salon d'Elisabeth Arden à Paris, il cherche désormais à s'étourdir dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Je crois que si beaucoup de personnes passent leur nuit dehors, dans les boîtes, c'est parce qu'ils ne se plaisent pas chez eux. Ils sont à la recherche de quelque chose qu'ils espèrent trouver, je ne sais pas, ailleurs. Théo s'étourdit. Théo s'oublie dans les caves.
Pourtant, c'est lors d'une de ces nuits sans fin que sa vie va basculer et prendre un tournant qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il rencontre un jeune garçon qui s'appelle Claude Figus, qui vient d'enregistrer un premier disque 45 tours, 4 chansons, et qui s'apprête à participer à quelques émissions de télévision. Et c'est au cours d'une de ces émissions en 1962 que Claude Figus présente son ami Théophanie à Édith Piaf. À 46 ans, même si la vague rock'n'roll déferle sur l'Europe, elle reste encore l'icône de la chanson française. Mais ses origines, sa vie dans l'excès et les maladies ont usé son corps. Elle est très fatiguée physiquement, elle a plus de mal à monter sur scène, elle n'a plus l'énergie qu'elle a pu avoir quelques années plus tôt. Néanmoins, sa voix continue à être une des voix adulées par les Français. Intriguée par la beauté et la tendresse de ce jeune grec, la chanteuse l'invite à dîner dans son appartement boulevard Lannes, qui tous les soirs fait le plein des admirateurs de la vedette. Piaf trouve que Théo Sarapo est très renfermé, très introverti, qu'il ne parle pas. Par contre, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour citer des grands auteurs. On sent qu'il a une vraie culture, en tout cas littéraire, une culture artistique. Et Piaf aime ça. Elle lui a demandé « Est-ce que tu veux faire des bigoudis toute ta vie ?» Et non, il voulait pas. « Est-ce que ça te plairait de chanter ?» L'homme et la femme s'attirent. Théophanie devient officiellement le secrétaire de la star et ne quitte plus son appartement pour suivre ses cours de chant que Piaf a décidé de lui donner au cœur même de l'exigence qu'est la sienne. Il disait, t'es moins que rien, t'es une merde, on ne fera rien de tiens, t'es un nul, pauvre type et tout. Alors il partait bouder, il boudait, puis il se réconciliait, mais non, là on retrouvait la maîtresse femme. Piaf tombe éperdument amoureuse évidemment de son jeune élève Théo Sarapo, mais l'élève tombe quelque part aussi sous le joug de la séduction de la grande Édith Piaf. Devenue amant, Édith, en professeur acharné, ne lâche rien et fait progresser Théo dans leur passion partagée, la chanson. Il est possible qu'elle l'ait aidé à développer son étendue vocale, c'est-à-dire à être à l'aise, non pas sur une partie un petit peu étroite de sa voix, mais de développer un peu vers les graves, un peu vers les aigus, pour étirer l'ensemble des notes dont il dispose pour chanter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étendue vocale. Lorsqu'elle avait rencontré Théo, Piaf était épuisée. Mais elle retrouve dans cet amour l'énergie de vivre et de chanter. Sur les conseils de son amant, elle accepte enfin d'aller se soigner à l'hôpital Ambroise Paré, mais n'en oublie pas pour autant sa carrière et la communication qui va avec. La vedette convoque la presse. Nous avons été convoqués par Édith, comme d'habitude, quand elle était malade. Elle avait l'habitude de me convoquer pour faire la photo avant, pendant, après. Elle est là, dans le fauteuil, je les revois, voilà. Elle nous regarde, elle regarde Théo, dit « On leur dit ?» Et là, elle nous déballe tout. Nous vivons ensemble, on vit un grand amour. Au printemps, après la parution des photos de Édith et de Théo à la une de France Dimanche, plus personne n'ignore la nouvelle. Mais si beaucoup de ses fans se réjouissent, d'autres au contraire désapprouvent leur différence d'âge et traitent le jeune amant d'imposteur. Il souffrait, alors vraiment, sincèrement, des calomnies que des gens bien intentionnés multipliaient autour de lui. On ne se gênait pas pour dire qu'il était un gigolo. Mais qu'importe, Léon dit, Piaf n'en a que faire. De son côté, Théo annonce la nouvelle à ses parents. Le père de Théo Sarapo tombe de sa chaise. Il dit « Mais c'est quoi ? Mais ah bon ? Mais comment ? Mais c'est pas possible, elle est quand même plus âgée que toi. Quel avenir tu vas avoir avec elle ?» Alors, à ce moment-là, il lui dit « Mais je vais également abandonner mon métier de coiffeur. » Piaf vient en personne rencontrer les parents de celui qu'elle aime et elle les charme. Désormais rassurés sur l'amour qui unit la chanteuse à leur fils, ils peuvent enfin entendre que cette dernière veut en faire un chanteur et que pour ce faire, il doit avant tout changer de nom. Édith a trouvé le nom de scène pour Théo en lui demandant comment on dit « je t'aime » en grec. Et Théo lui a dit « Sarapo ». Ah, elle dit « c'est très beau, on va t'appeler Théo Sarapo ». Édith m'a appris à placer ma voix. Elle m'a appris à me tenir en scène. Elle m'a appris les gestes qu'il fallait faire, et puis elle a choisi mes chansons. Mais aujourd'hui, je mets mes chansons au point tout seul. Et puis je lui présente et elle me dit « c'est mauvais, c'est marrant, c'est zéro ». Au printemps 1962, Théo, dit désormais Sarapo, ne rentre plus à la frette et vit pleinement son histoire d'amour avec la chanteuse. Fort du progrès de son jeune élève, Piaf l'emmène en tournée pour les préparer à leur rentrée parisienne. Ainsi, grâce au succès que rencontre le jeune couple en province, c'est un Théo Sarapo transformé
qui se retrouve aux côtés de la star, en vedette américaine, sur la scène de l'Olympia dès l'automne 1962. Lui, son bonheur, c'est Edith. Edith le fait chanter, il a du succès, il est content, il est heureux. C'est pas, il cherche pas à avoir de l'or, des voitures, des Cadillacs, des choses extraordinaires, non. Alors que le spectacle bat son plein, un compositeur, Michel Eymer, arrive tard dans la nuit boulevard Lannes pour proposer une nouvelle chanson à Edith et à Théo. À quoi ça sert l'amour? À nous donner de la joie avec des... Du point de vue musical, cette chanson est très très faible. Il n'y a rien dedans. C'est une chose, une mélodie sur 3 notes. Théo Sarapo, dans ce duo avec Edith Piaf, il chante ça, ta 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 ta, et encore ta 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 ta, et c'est fini. Après, c'est Piaf qui chante. Il chante 3 notes. Et simplement, elle se décale un petit peu. Alors, ta 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 ta. Le couplet suivant, il est un demi-ton plus haut. Mais c'est tout, c'est toujours 3 notes. Mais Piaf n'en a que faire des considérations musicales. Elle a l'instinct du public. Aussi, après l'avoir à peine répétée, elle décide de clore son show avec cette chanson, dans un duo avec celui qu'elle aime. Et c'est un triomphe. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Je dois dire que cette chanson, indiscutablement, passait la rampe et allait emporter le cœur du public d'une manière extraordinaire. Et c'est vrai que c'était très beau ce moment d'amour qui était livré au public. Et là, c'est fantastique. La salle est debout. Ils sont obligés de bisser la chanson, voire de la refaire une 3e fois, parfois le dimanche après-midi, tellement le public aime cette chanson. Et ça se joue, je pense, d'une part, alors, musicalement sur l'effet du duo, c'est-à-dire le dialogue des couleurs vocales qui sont profondément différentes, entre voix très très simple et puis une voix très mûre, très, très riche de Piaf. Si le disque de leur amour mis en chanson se vendra à plus d'1 million d'exemplaires, Piaf veut officialiser son union avec le jeune grec. Et alors qu'ils sont toujours à l'affiche dans la plus grande salle parisienne, ils se marient à l'église orthodoxe le 9 octobre 1962. 400 000 personnes se rassemblent entre la rue Bizet à Paris, dans le 16e, et la mairie du 16e arrondissement. Le couple de mariés apparaissent au balcon, tel la reine de la chanson et son prince charmant. C'est émouvant pour des millions de Français qui sont contents que finalement cette grande Edith Piaf ait trouvé un nouvel amour. Pour autant, malgré leur immense succès, l'argent vient à manquer. Piaf est trop dépensière. Elle a des dettes. Elle a les impôts en cours qui ne sont pas payés. Elle a un train de vie avec chauffeur, cuisinière, avec tout un tas de personnel autour d'elle. Mais elle est généreuse, Edith Piaf. Boulevard Lannes, on ne vient pas que pour l'artiste. Beaucoup de profiteurs s'y bousculent. Tout était pillé chez Edith. On lui piquait son argent dans son porte-monnaie. On faisait des dépenses de maison qui triplaient pour les bénéfices des uns et des autres. Non, et puis elle donnait l'argent, puis elle ne le comptait pas. Donc c'était pas son problème. Une vie de bohème, une vie d'artiste, qui s'arrête dès le printemps 1963, lorsque l'état de santé de la chanteuse se détériore brutalement. Ils doivent interrompre leur tournée à la veille de leur départ pour les États-Unis, et Edith sait dès lors que ses jours sont comptés. Il me dit adieu avec Théo d'ailleurs. Ils se retournent, ils sont dans un parc amoureux, très amoureux, ils se font une promenade, puis ils se retournent vers moi et on sait que, et l'un et l'autre, Théo qui me regarde et Edith qui me dit au revoir, on sait très bien que les choses se terminent. Mais Théo ne veut pas y croire. Aussi décide-t-il d'amener sa femme sur la Côte d'Azur pour y passer l'été afin qu'elle puisse s'y reposer. Il veut la protéger, il veut la sauver. Edith avait du mal à se reposer, beaucoup de gens arrivaient, mais Théo ne pouvait pas non plus faire partir les gens, puisque ces personnes-là, Edith, elle les aimait. Pour autant, Théo doit continuer à essayer de gagner de l'argent. Il est appelé à faire ses débuts au cinéma. On le demande pour le film Judex qu'il va tourner avec Francine Berger. Edith était très contente. Mais Théo voulait rester à côté d'elle parce qu'il sentait qu'elle n'était pas très bien. Mais elle lui dit non, il faut que tu fasses le film. Ça, c'est très bon pour ta carrière. Dès lors, Théo enchaîne les allers-retours entre la Côte d'Azur et la capitale, sans cesser de se dévouer pour celle qu'il aime et dont il voit sa santé se détériorer un peu plus chaque jour. Il sera à la fois aussi son infirmier, il sera celui qui lui redresse les oreillers quand elle a mal au dos.
il la masse, il lui met les pommades, il la lave le matin, il la lave le soir, il est aux soins avec elle, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est plus que de l'amour, c'est une forme de dévotion, de don de soi, justement, pour la grande Édith Piaf. Malgré tous ses efforts, le couple, écrasé par le poids des dettes, est contraint de changer plusieurs fois de location dans le sud. Piaf, fatigué, multiplie les séjours en clinique, mais rien n'y fait. Le 10 octobre 1963, Théo, qui revient dans le sud après un de ses nombreux déplacements, découvre avec stupeur qu'Édith Piaf vient de mourir quelques heures auparavant. Seul, effondré, l'amoureux n'en oublie pourtant pas moins l'image de sa star. Théo Sarapo veut surtout que Piaf meure dans la capitale, à Paris, pas à Place Cassier, pas dans cette maison modeste. C'est pas bien pour le prestige d'Édith Piaf. Aussi, le jeune chanteur décide avec l'aide d'un ami et à l'encontre de la loi de remonter lui-même et pendant la nuit le corps de sa femme à Paris. À 5 heures du matin, ils arrivent dans la capitale. À ce moment-là, Théo Sarapo prend le corps d'Édith Piaf, décédée, et il l'emporte, il l'emmène dans l'appartement et il l'allonge sur son lit. Et à partir de là, il annonce officiellement que Piaf est morte. Aussitôt, ce sont des centaines de milliers de personnes qui se pressent boulevard Lannes pour rendre un dernier hommage à leur star. Mais au-delà de cette démonstration d'amour, Théo reste silencieux, comme à l'écart de cette mort dont il ne peut se consoler. Le soir, après sa mort, je dormais dans une chambre à côté de la bibliothèque et Théo dormait de l'autre côté, dans leur chambre. Et la nuit, je me réveillais, j'entendais la voix d'Édith. Et il dit, tu trouves pas, on dirait qu'elle est là. Théo Sarapo, désormais seul, apprend l'étendue des dettes de celle qui l'a fabriqué, mais se refuse à abandonner leur appartement. J'ai voulu quitter l'appartement. Les premiers jours, c'était tellement sinistre, je n'avais qu'une hâte, c'était de partir d'ici. Puis ensuite, lorsque j'ai pensé que quelqu'un d'autre pouvait habiter ici, que jamais plus je ne pourrais revenir dans cet appartement, dans un certain sens, je suis né ici et je m'y suis attaché, on s'attache à toutes ces choses. Maintenant, je ne pourrais plus le quitter. Malgré tout, le fisc n'hésite pas à contacter le jeune chanteur. Parce que Piaf n'a pas payé les impôts de l'année 60, 61, et elle a les impôts de l'année 62 qui sont aussi redevables. Acculé, Théo réussit à vivre malgré tout de la scène, où il se fait toujours payer en liquide pour ne pas être saisi par le fisc. Il enregistre quelques disques, évidemment, qui n'ont que des succès moyens, car on est dans une époque qui est bouleversée entre le twist, entre le Madison et les hippies qui commencent à pointer leur nez. Donc il est complètement à l'envers d'une époque, à un moment donné. Il est enfermé dans cette image Édith Piaf, et il n'arrivera pas à s'imposer en tant que chanteur. Après la disparition d'Édith, j'ai commencé à connaître quelques personnes du métier. Et je me suis rendu compte finalement que tous ces gens, aussi bien que le public d'ailleurs, s'étaient fait une opinion de moi à travers la presse. Je crois qu'on avait fait de moi un personnage un peu mou, un espèce de falot qu'on trimballait comme ça de droite et de gauche, et qui ne m'était pas tellement agréable. J'escompte continuer à chanter le plus longtemps possible, et me dégager peut-être au maximum de l'influence de Piaf. En 1970, le cinéma l'appelle à nouveau, et Théo se retrouve à jouer aux côtés de Michel Bouquet dans un film d'Yves Boisset, Un Condé. Le chanteur se révèle alors être un véritable acteur. Théo Sarapo, je dirais qu'il était plus proche à l'intérieur de ce paradoxe du comédien d'un type qui vit profondément les rôles qu'il joue plutôt qu'il ne les compose. Sarapo, c'était un type très sincère, donc il jouait comme il ressentait. De toute évidence, il disait que c'était peut-être pour lui un moyen d'exister, de s'exprimer artistiquement. Amoureux de la speakerine Jacqueline Huet, Théo reprend espoir. Il sillonne les routes pour continuer ses tours de chant. Mais le 20 août 1970, alors qu'il vient de prendre quelques jours de congé en Haute-Vienne, Théo est victime d'un très grave accident de la route. Il décède quelques heures après son arrivée à l'hôpital de Limoges. La nouvelle est reprise par toute la presse. Même à la mort de Théo Sarapo, les journaux ne reparlent et les émissions de télévision que d'Édith Piaf. C'est-à-dire que même au-delà de la mort, on a totalement oublié la carrière de chanteur de Théo Sarapo. Enterré aux côtés d'Édith Piaf comme il l'a souhaité, qui se souvient encore de ce jeune homme, beau et ténébreux, décrié, applaudi et oublié, pour avoir trop aimé une étoile?
L'oubli de Théo Sarapo, c'est que le mythe de Piaf est tellement important que les hommes sincères ou non qui ont été autour d'elle ne comptent pas. Le seul amant qu'a eu Édith, c'est le public. Il n'était pas un gigolo, il a justement été très sincère dans un attachement à Piaf qui était de tous les instants. Et quand on ne place pas son intérêt au premier plan, on ne fait pas carrière dans le musical. Ça ne va pas ensemble. Aujourd'hui, dans le cimetière du Père-Lachaise ou sur les plages de Normandie, au détour d'une chanson d'Édith Piaf, résonne encore peut-être la voix de celui qui n'a pas su trouver la sienne. Évidemment, le public, à partir du moment où on ne parle pas de quelqu'un tous les jours dans les journaux, à partir du moment où on ne l'entend pas sans arrêt à la radio, et à partir du moment où il n'y a pas à la une des journaux, un tel a vendu 1 million de disques ou un tel a fait ceci ou cela, on a l'impression que la personne est oubliée.